Il a dit depuis 30 ans, défend l'idée que tout le monde peut devenir entrepreneur, quels que soient ses moyens financiers, ses études, ses relations. On a la conviction qu'à partir du moment où des personnes peuvent accéder à des outils de financement et à un accompagnement adapté, tout le monde peut devenir entrepreneur. Donc, c'est les missions principales de l'association qui sont de prêter de l'argent et d'accompagner des créateurs d'entreprises qui rencontrent des difficultés à accéder à un financement bancaire classique. Voilà. Pour avoir une ordre d'idée, en 2019, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a ainsi financé un peu plus de 2200 créateurs d'entreprises. Et effectivement, aujourd'hui, l'objet de cet échange, c'est de revenir sur ce contexte dramatique que rencontrent les entrepreneurs aujourd'hui et plus particulièrement les créateurs d'entreprises les plus fragiles que nous soutenons. Parce qu'un certain nombre d'entre eux, en fait, ne peuvent bénéficier, on y reviendra certainement, des dispositifs d'aide qui sont mis en place notamment par le gouvernement. Que ces dispositifs soient importants, engagent des moyens financiers, malheureusement, ils ne touchent pas l'ensemble des entrepreneurs. Et on a réalisé une enquête qui montre aujourd'hui cette urgence. Près de 96% d'entre eux nous déclarent que leur activité a été totalement interrompue ou partiellement interrompue dès la mise en place du confinement. Un nombre très important d'entre eux déclarent être en difficulté. 78% déclarent qu'actuellement ils sont en difficulté et on arrive à près de 80% s'ils se projettent dans les mois qui viennent. Et puis surtout, ce qui aujourd'hui nous révolte, c'est que la moitié d'entre eux déclarent que sans aide, ils ne pensent pas pouvoir maintenir leur activité à l'issue de cette période. Donc, c'est bien évidemment quelque chose aujourd'hui sur lequel on se mobilise avec toute notre énergie. Dès le début du confinement, l'ensemble des équipes de l'ADI, que ce soit les conseillers, mais aussi les bénévoles qui nous ont aidés, ont décidé de prendre contact individuellement avec les créateurs que nous soutenons. Alors, ils sont par exemple sur la région Auvergne-Rhône-Alpes un petit peu plus de 4000 à avoir actuellement un prêt en cours de remboursement à l'ADI. Et on les a tous appelés individuellement. Donc, ça représente plus de 8000 entretiens individuels là, au cours des 2 derniers mois pour faire un point le plus précis possible de leur situation, des difficultés qu'ils rencontrent, des perspectives, et surtout de les aider à essayer d'obtenir les aides notamment gouvernementales avec le Fonds de solidarité en première ligne, mais il y a également d'autres dispositifs avec le RSI. Mais à chaque fois, ça demande de les encourager d'une part à aller au bout de ces démarches. Donc, on les a invités à participer à des webconférences, on les a invités à lire les fiches pratiques qu'on a mis en place sur le site internet de l'ADI, à visionner des tutoriels qu'on a mis en place, et pour certains d'entre eux, à quasiment pas à pas, même si c'est à distance, les aider à créer leur espace sur le site du impôt.gouv pour essayer d'obtenir des aides pour simplement tenir cette période de confinement si difficile. Étienne, juste pour signaler, donc, et bienvenue à Philippe Carré qui nous a rejoint. Étienne, du coup, dans l'état d'esprit en tant que directeur de l'ADI Aura, dans quel état d'esprit vous êtes et quels sont les messages que vous véhiculez? Alors, l'état d'esprit… on ne vous entend pas, Étienne. C'est bon. Ah bon. L'état d'esprit, ça a été d'être immédiatement dans l'action. Dès le lundi, l'ensemble des équipes étaient en télétravail. Dès le mardi, on a décidé d'appeler l'ensemble des entrepreneurs que nous avons soutenus. Dès le mercredi, l'ADI, au niveau national, le bureau de l'association validait la création d'un fonds de prêt de secours sur les fonds propres de l'association pour 1 million d'euros. Donc, on a été assez fiers de cette réactivité, de cet état d'esprit, d'être immédiatement tourné vers les entrepreneurs que nous avons accompagnés et d'avoir réussi très très vite à trouver une organisation qui soit opérationnelle, qui soit efficace, même si on s'est retrouvé
à distance. Donc, on a aussi décidé de pouvoir proposer systématiquement, enfin, de pouvoir proposer aux entrepreneurs qui le souhaitaient de différer leurs échéances de remboursement. Donc, sur le mois de mars, il y en a à peu près la moitié d'entre eux qui ont demandé à ce qu'effectivement on décale leur échéance. Ils sont un peu plus nombreux sur le mois d'avril et sur le mois de mai. On va voir sur juin, mais ça a été un effort important pour l'ADI. Parce que cet argent, nous, on le rembourse bien, vu qu'on l'a emprunté pour le reprêter, on le rembourse bien à nos partenaires bancaires. Donc, il y a un impact sur la trésorerie, mais qu'on n'a pas hésité on n'a pas hésité à prendre cette décision. Et puis, on a aussi tout de suite essayer en s'appuyant notamment sur ces premiers retours de nos entrepreneurs, sur l'enquête que j'évoquais, de nous tourner vers nos partenaires publics, privés, pour les interpeller sur le fait qu'il était absolument nécessaire qu'ils nous aident à construire des outils pour accompagner les entreprises à tenir pendant cette période de confinement, mais surtout à les accompagner dans la perspective d'une reprise d'activité. Alors, on va peut-être passer la parole à Fabrice Hermouet, qui est conseiller à l'ADI, alors en Haute-Savoie, côté Annemasse, je crois, il va nous le dire. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter qui vous êtes, votre fonction et le rôle, voilà, savoir comment vous avez vécu, vous, ce quotidien. Je vous réactive le son d'ailleurs, Fabrice. Ça doit être tout bon, on va vous entendre. Voilà. Voilà. Et quelles sont les conséquences sur l'activité des entrepreneurs que vous accompagnez dans votre région? On aura ensuite un témoignage de Florian, je pense, sur le sujet, mais voilà, je vous laisse la parole. Très bien. Bonjour, donc moi je m'appelle Fabrice Hermouet, je suis conseiller à l'ADI d'Annemasse, donc une agence qu'on a ouverte en début 2019 et qui couvre le nord du département de la Haute-Savoie. Donc le rôle classique d'un conseiller à l'ADI, c'est d'accueillir les porteurs de projets de création d'entreprise qui n'ont pas eu de solution de financement auprès de leur banque. Donc nous, on va les recevoir, on va faire le point avec eux sur leurs projets, on va les orienter ou les conseiller et puis étudier avec eux leurs besoins de financement pour le lancement de l'activité et leur capacité d'endettement. Et ce travail-là, on le fait avec une équipe de bénévoles également. Donc en général, les conseillers ont entre 5 et 10 bénévoles. Donc moi, j'ai 3 bénévoles qui m'appuient là sur la Haute-Savoie. L'antenne est un peu jeune et on va développer l'équipe. Et donc depuis le confinement, le métier a un petit peu changé. Alors, dès le lendemain, comme disait Étienne, on était tous à domicile avec tout le matériel nécessaire pour faire du télétravail. Et notre activité principale, c'est d'accompagner les entrepreneurs qu'on a déjà financés pour les aider à trouver des solutions. Donc, soit les aides de l'État, soit l'accompagnement de l'ADI. Donc, on est passé d'un métier d'aide à la création et là, d'aide à trouver des solutions, voire d'aide à la survie de l'entreprise. Alors, depuis le début, là, on a fait une campagne mensuelle d'appel à tous nos clients. Donc, moi, ça représente 180 personnes qui ont été appelées tous les mois. On fait le point sur leur situation de leur entreprise. On fait le point aussi sur leur situation de leur budget personnel. Qu'est-ce qu'ils ont comme revenus du foyer, perso, d'activité. Et puis, on regarde est-ce qu'ils ont obtenu les aides de l'État et est-ce que nous, on peut apporter des solutions financières. Donc, ça, c'est la campagne d'appel. Moi, j'ai fait aussi des envois mail, donc 2 envois par mois à peu près, pour envoyer un tutoriel indiquant comment faire les démarches pour obtenir les aides de l'État, et puis un autre mail pour indiquer les différentes propositions de l'ADI. Donc, c'est le report de crédit, c'est un crédit de trésorerie, et puis bientôt un crédit de relance. Et puis, troisième action, c'est les webconférences qui ont été mises en place par l'ADI au niveau national. Les webconférences pour indiquer aussi quelles sont les aides possibles, comment faire les démarches, mais aussi des aides pour indiquer comment rester en contact avec ses clients pendant la durée du confinement, ce qui peut être un bon moyen aussi de se maintenir en activité. Et puis, troisième point, des webconférences pour la relance d'activité. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour relancer son business. Donc, quelques chiffres sur les 180 personnes qu'on a appelées. Il n'y en a que 47 ont eu l'aide de l'État, le fonds de solidarité, le fameux 1 500 €. Donc un peu moins de la moitié. Sur ces 47, il n'y en a que 15 qui ont obtenu les 1 500 €.
En fait, j'ai fait une petite moyenne, ce qu'ils ont obtenu de l'État. Donc, c'est très peu pour son entreprise. Voilà. Alors, les principales difficultés évoquées, c'est financièrement, comment on fait, comment je fais pour Fabrice, on vous entend mal, Fabrice. Et puis, la deuxième grosse inquiétude, c'est finalement quel est pour vous le moteur de l'histoire. Est-ce que là, c'est bon? Ne bougez plus. Je ne bouge plus. Je crois Allez. que j'avais un appel en même temps et ça a dû faire bouger. Voilà. Vous m'avez perdu où? Donc, sur les chiffres, oui, vous pouvez reprendre juste les chiffres. Les chiffres, ouais. Sur 180 personnes appelées, 47 seulement ont obtenu l'aide de l'État, le fonds de solidarité. Et sur ces 47, il n'y en a que 15 qui ont eu les 1500 €. En moyenne, ils ont eu 880 € d'aide, les 47 qui ont obtenu cette aide-là. Voilà, et après, je disais, les principales inquiétudes des entrepreneurs, c'est comment faire pour avoir ces revenus mensuels, donc quelle aide obtenir, et s'y retrouver dans toute l'information qui circule. Et la deuxième point d'inquiétude, c'est quand est-ce que l'économie va redémarrer et à partir du confinement, est-ce que les clients sont bien là présents au rendez-vous. Donc voilà un peu comment ça évolue pour moi. La Haute-Savoie. Je vais repasser peut-être la parole à Étienne, puisque effectivement vous avez invité 2 entrepreneurs, un de Haute-Savoie et une du Rhône, pour témoigner un peu justement de cette période et de l'impact que ça a pu avoir sur leurs activités. Donc peut-être Étienne, je vous laisse les introduire. Alors, on va donner la parole en premier à une chef d'entreprise, Myriam Vega, qui a créé une activité de photographe. Juste avant de lui passer la parole, vraiment les remercier d'avance pour leur témoignage, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude souvent de mettre à l'honneur les entrepreneurs que l'on aide à démarrer. Ils sont souvent assez enthousiastes à l'idée de témoigner de leur parcours, de leur réussite. Là, bien évidemment, le contexte est beaucoup plus difficile. On les sait très anxieux, très angoissés. Et de témoigner aujourd'hui des difficultés qu'ils traversent, voilà, c'était pas facile. Donc, on les remercie vraiment d'avoir accepté de participer à cette conférence de presse. Myriam, si vous voulez dire un peu plus sur votre projet, sur votre activité et comment ça se passe aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Myriam Vega, je suis photographe professionnelle de mariage, grossesse, naissance et famille. Mon entreprise s'appelle Vega Photographe et je suis à Lyon. J'ai fait la création de mon entreprise en septembre 2018 avec l'aide et l'accompagnement d'Adi. Mais j'étais encore salariée, j'ai profité pour faire des formations sur la gestion d'entreprise avec Adi et en même temps j'investissais de l'argent pour l'achat de matériel photo. C'est en septembre 2019 où je me suis mis au chômage afin de me consacrer 100% à mon projet d'entreprise. Et avec le Covid, début mars, je commençais à avoir des annulations de clients car ils avaient peur. Avec le confinement, j'ai dû annuler mes shootings photos et mes événements que j'avais programmés pour le mois de mars, avril, mai et même juin. J'ai eu une aide de l'État de 180 € qui ça correspond au mois de mars de l'année dernière à mes revenus d'entreprise où j'avais pas beaucoup de clientes. Mon chômage, il devait finir le 18 avril et j'ai eu une confirmation aujourd'hui au Pôle emploi qui va être prolongée jusqu'au 18 juin. Mais pour vraiment faire face à les factures que j'avais réglées pour mon entreprise, j'ai dû faire un prêt de 1 000 € avec Adi. Je remercie énormément Adi parce que depuis le début de la création de mon entreprise, ils ont été toujours là pour moi. Dans cette période de crise, c'était super important pour moi de recevoir ce coup de fil, cette mail de la part des bénévoles et des conseillers qui m'ont donné des mots d'encouragement. J'ai eu également des mots d'encouragement de mes clientes, de mes amis, de ma famille, et ça, c'est quelque chose de très précieux dans cette période-là. Comment est-ce que je vois l'avenir? Je pense que ça va être long. J'ai eu quelques clientes qui m'ont recontacté pour faire des shootings photos le mois de mai. Je vais privilégier les shootings photos en extérieur. Je fais également des shootings photos pour les grossesses et les naissances avec un protocole d'hygiène assez strict que je vais renforcer avec la crise sanitaire. Mais je suis consciente que ça va être long avant qu'on reprenne tous un vie stable, car le virus est toujours là. On a peur d'être contaminé, on a peur de contaminer. Donc, j'ai commencé à chercher un boulot
c'est trop compliqué de trouver un boulot dans ce contexte. Encore plus, si me demande mes disponibilités, j'ai 12 enfants en charge avec la rentrée scolaire, que c'est l'incertitude et surtout l'inquiétude pour beaucoup de parents. Donc, de ce côté, c'est très flou pour moi. Donc, il y a quelque chose qui c'est clair dans ma tête. J'ai investi beaucoup de temps, d'argent, de l'énergie, de mon cœur dans mon entreprise. J'adore mon travail. Je n'ai pas envie de laisser tomber. Je voudrais vraiment trouver les solutions pour pouvoir continuer. Étienne, on passe peut-être la parole à Florian et puis après, on fera peut-être une petite pause pour voir s'il y a des questions avant que vous réinterveniez. Oui, Florian, donc basé à Bonneville, qui a créé une entreprise de conciergerie. Florian, je vous laisse enchaîner sur votre activité. Bonjour, donc je m'appelle Florian Barjon. J'ai créé ma société en avril 2019. Avant de créer mon entreprise, j'ai fait appel à l'ADI, où j'ai rencontré un bénévole qui m'a aidé à créer un bulletin prévisionnel, etc. Suite à cela, quand on a vu que ça pouvait être rentable, j'ai rencontré ensuite Fabrice Armouet, où j'ai pu travailler avec lui pour voir le financement, le besoin matériel que j'aurais besoin. J'ai touché donc une aide de la région avec d'environ 1500 €. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, donc, j'ai eu mes premiers clients en avril pour développer vraiment mon activité à partir de novembre-décembre. Vraiment, j'ai eu un gros portefeuille client. Ça marchait très, très bien. Je pensais même ouvrir ma société en SARL au mois de mars 2020. Puis, j'ai eu le coronavirus qui est arrivé. Et là, tout s'est arrêté. Annulation sur annulation. Plus une seule activité à zéro. Financièrement, c'est devenu très compliqué. Grâce à l'ADI, j'ai pu reporter mes échéances pour continuer. Et voilà, dans le futur, j'en trouve vraiment. J'essaie de rassurer les clients en leur disant que je vais utiliser des produits désinfectants pour le virus. Et voilà, j'espère vraiment que ça va se relancer. Merci Florian. Peut-être une petite pause si jamais vous avez des questions. Donc, si vous avez des questions, je vous laisse activer le pouce et puis je vous donne la parole avant de redonner la parole à Étienne. Alors, Nadia Lemaire. Oui, bonjour. Donc, du coup, merci les deux témoignages là, super. Et Florian, vous n'avez pas dit, où j'ai pas saisi ce que vous faisiez en fait, votre entreprise. Votre activité. Oui. Donc, c'est une conciergerie spécialisée dans la location saisonnière. Donc, c'est des ménages, de l'accueil de clients. Voilà, c'est vraiment j'aide les propriétaires également à gérer leur annonce. D'accord. Donc, on est sur des chalets savoyards, en général plutôt dans des stations de ski. Exactement. Alors, il y a les chalets savoyards en station de ski, principalement la Clusaz, le Grand Bornand, et également des appartements vers le lac d'Annecy. Et votre société, elle s'appelle comment? Conciergerie Butterfly. Ok, merci beaucoup. Je donne la parole à Eliseo. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je voulais savoir, dans les 2100 entreprises, quelle est la tendance des auto-entrepreneurs? Parce que là, on a une photographe, on a une conciergerie, mais en règle générale, la tendance des auto-entrepreneurs, c'est quoi? C'est plutôt du tertiaire? C'est plutôt… Alors, parmi les créateurs qu'on a financés, oui, on a à peu près 60% d'entre eux qui ont choisi le statut de la micro-entreprise pour démarrer. C'est vrai que c'est aujourd'hui un statut très adapté pour démarrer et qui permet notamment de se rassurer sur le fait que on paiera des cotisations sociales en fonction réellement du chiffre d'affaires qu'on va facturer. Après, on a une très grande diversité d'activités. Alors, c'est vrai qu'on va retrouver beaucoup de petits commerces.
voilà, on va dire que le commerce, c'est à peu près 30% des activités que l'on finance, avec pour 10% d'entre eux des commerces plutôt voilà, sur les marchés. Beaucoup de services aux particuliers, de services aux entreprises, à peu près 10% d'artisanat, donc des plombiers, des menuisiers, des plâtriers peintres. Voilà, des domaines dans le domaine artistique, dans le domaine Voilà, donc en fait, ces deux activités qui sont aujourd'hui, que ce soit photographe, que ce soit conciergerie, voilà, sont assez, j'allais dire, dans le profil type de personnes qui, avant tout, dans un premier temps, veulent créer leur propre emploi, veulent vivre d'un métier qui est souvent aussi un petit peu ce qu'ils ont envie de faire. On entend souvent cette expression, c'était la boîte de mes rêves, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire, et une très forte aussi envie d'autonomie, de pouvoir gérer son temps, de pouvoir voilà, être maître de son avenir professionnel. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me remets en mode galerie parce que tout le monde joue. Oui. Damien, vous voulez poser une question? Oui, tout à fait. Bonjour, ceux que je n'ai pas salué. Petite chose, lorsqu'on voit qu'il y a si peu de personnes adhérentes qui ont obtenu des aides de l'État, 47 sur 180 par exemple, ou même au niveau régional, si je comprends bien, qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas accéder à ce dispositif? C'est une question de chiffre d'affaires, c'est une question de statut, principalement? C'est avant tout une question de mode de calcul et donc de chiffre d'affaires. Les entreprises notamment qui ont démarré en 2019, souvent les premiers mois, le chiffre d'affaires il est très modeste. Et donc d'avoir des aides calculées par rapport à une baisse de ce chiffre d'affaires de référence d'au moins 50% pour pouvoir bénéficier d'une aide, voilà, c'est ce mode de calcul qui fait qu'aujourd'hui, grosso modo, alors c'est vrai que Fabrice a toujours des chiffres très très précis, au niveau national, dans notre enquête, c'est à peu près une entreprise sur deux qui déclarait ne pas être éligible ou ne pas pouvoir bénéficier de ces aides de l'État. Et dans le témoignage de Myriam et de Florian, ce qui est important également, c'est que même si aujourd'hui, alors les efforts de l'État restent très conséquents, et c'est vrai qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a eu à peu près 180 000 personnes aujourd'hui qui ont fait une demande de fonds de solidarité. Mais pour certaines d'entre elles, elles ont obtenu un tout petit montant. Voilà, 180 € du fonds de solidarité, ça ne permet pas de tenir et de faire vivre son entreprise pendant cette période. Donc, c'est vraiment le mode de calcul. Et puis, on a aussi, il y a eu plus de 100 000 créations d'entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes en 2019. Tout le monde se satisfaisait de cette très forte croissance. Et pour un certain nombre de créateurs d'entreprises, souvent, il faut quelques mois avant de réellement pouvoir, j'allais dire, lancer la machine et avoir un chiffre d'affaires qui commence un petit peu à monter. Souvent, ces premiers mois, c'est vrai que pour des gens notamment qui étaient demandeurs d'emploi, il peut y avoir un maintien des allocations de chômage, mais souvent ça dure pas très longtemps et bien évidemment l'objectif c'est qu'ensuite voilà, le chiffre d'affaires permettra à l'entrepreneur de dégager des revenus, et c'est ce qui est particulièrement aujourd'hui difficile quand tout était bien lancé, de voir que voilà, tout est sapé à la base avec cette crise sanitaire que l'on traverse. Je vais passer la parole à deux questions à Isabelle Doucet et puis après Nadia Lemaire. Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il y avait une typologie des entreprises parmi toutes celles que vous avez enquêtées, savoir s'il y a des secteurs qui sont plus durement touchés que d'autres, si certains s'en sortent, s'il y a une différence entre le milieu rural et le milieu urbain. Voilà. Alors, ceux qui sont les plus durement touchés au départ sont ceux qui ont eu une fermeture administrative. Et là, je pense notamment à tout ce qui est le domaine de la restauration. On avait pas mal de petits restaurants qui n'avaient pas forcément un service de livraison et qui ont été vraiment touchés de plein fouet. Et pour certains d'entre eux, aujourd'hui, une perspective de réouverture en intégrant les contraintes sanitaires
que l'on connaît, qui vont exiger un espace vraiment important entre les tables. Pour certains qui ont des petits restaurants, c'est quasiment pas envisageable, sachant qu'on ne connaît pas en plus pour eux vraiment à quelle date les choses pourraient être lancées. Donc c'est vrai que typiquement le secteur de la restauration a été très touché, même si paradoxalement certains qui notamment faisaient plutôt de la restauration à emporter ont bien fonctionné. On a le sentiment que c'est peut-être en milieu urbain et notamment dans les quartiers populaires, dans les quartiers ce qu'on appelle politique de la ville. On a une grande partie de nos créateurs d'entreprises qui habitent ou ont créé des entreprises dans les quartiers populaires. C'est peut-être ceux-là aujourd'hui qui souffrent le plus qu'en milieu rural où il y a peut-être eu d'autres formes d'organisation possibles. Nadia, je crois que tu avais une question. Je te réactive le micro. Voilà. C'est bon. Oui, donc j'ai une question. Donc j'avais la même question que mon collègue là sur pourquoi aussi peu d'entreprises peuvent bénéficier des dispositifs. Donc là, j'ai eu la réponse. Et du coup, pour celles qui ne peuvent pas bénéficier des dispositifs, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez faire? J'ai bien noté là les mesures que vous avez prises. Par exemple, différer les échéances de remboursement et les soutenir, mais parce que les dispositifs vont pas changer ou vous demandez officiellement que le mode de calcul soit revu. Effectivement, quand on a créé son entreprise il y a moins d'un an déjà, pour se référer au chiffre d'affaires de l'année précédente, c'est difficile. Donc, est-ce que vous entreprenez une action collective ou je ne sais pas, quelque chose Ça va être peut-être l'objet du plan national sur lequel on va arriver, non, Étienne? Ça fait une très bonne liaison. J'ai juste, il y avait une question d'Élyséo, si jamais il me semble. Pardon. Non, je sais pas parce que vous avez toujours. Ah bah, j'abaisse votre main. Alors, Étienne, je vous laisse enchaîner effectivement sur les grandes lignes du plan national de sortie de crise de l'ADI et ses impacts sur la région. Justement, ça répondra à Nadia. Voilà, c'est vrai que cette enquête, notamment qu'on a menée auprès des créateurs d'entreprises qu'on a soutenus, nous a vraiment permis de construire tout un argumentaire et d'interpeller les pouvoirs publics. Donc, c'est notamment ce qu'on a présenté il y a quelques jours, ce qu'on a baptisé « Plaidoyer pour une relance inclusive ». Avec dès la semaine dernière une interpellation des différents ministères, des parlementaires, de tous les décideurs économiques et politiques pour leur faire prendre conscience quand même de cette urgence. On a déjà, notamment sur le mois d'avril, réussi à faire passer quelques messages, notamment dans les modes de calcul du Fonds de solidarité, avec la prise en compte notamment aussi de la moyenne des chiffres d'affaires sur une année, ce qui permet justement d'éviter le côté aberrant parfois quand certains entrepreneurs en mars notamment ou en avril avaient pour différentes raisons très peu de chiffre d'affaires et de lisser aussi les problématiques de saisonnalité de certaines activités. Ce qu'on a mis en place, alors déjà en interne au niveau de l'ADI, c'est toute une offre d'accompagnement un peu spécifique, alors bien évidemment très tournée sur les enjeux de conseils pour réussir au mieux à relancer son activité en intégrant les problématiques réglementaires liées à la crise sanitaire, en utilisant peut-être aussi davantage le numérique et les réseaux sociaux. C'est accompagner aussi les entrepreneurs à évaluer de la façon la plus fine possible leurs besoins de trésorerie dans les mois qui viennent. C'est également, malheureusement, pour certains d'entre eux aussi, les conseiller pour arrêter leur entreprise sur de la cessation d'activité en essayant de le faire le plus proprement possible et avec le moins de conséquences et de tout faire pour éviter des procédures de liquidation judiciaire. L'ADI a décidé au niveau national, alors il y a quelques semaines maintenant, mais de mettre en place des microcrédits spéciaux avec des conditions particulières pour accompagner la relance. Et puis, on a travaillé sur la constitution d'un fonds de prêt d'honneur, que ce soit au niveau national, au niveau régional, qui permettent vraiment d'apporter en complément des microcrédits, des solutions d'appui en fonds propres. Au niveau toujours national, on interpelle les pouvoirs publics sur plusieurs sujets.
en leur proposant notamment aujourd'hui et en l'argumentant de mettre en place une prime relance qui pourrait être de 3 000 € et qui pourrait être ainsi distribuée à l'ensemble des personnes qui ont bénéficié du Fonds de solidarité. Le Fonds de solidarité visait avant tout à permettre à des entrepreneurs de tenir pendant le mois de mars, de tenir pendant le mois d'avril en leur apportant un complément de revenus, mais ça ne permettait pas vraiment de consolider leurs fonds propres. En général, ils vont terminer cette crise avec plus aucune économie, parfois même des couverts bancaires qui se sont creusés et des dettes pour certains, parce que tous les propriétaires n'ont pas forcément accepté de reporter les loyers, etc. Donc, on propose à l'État, on demande à l'État d'essayer de mettre en place une prime de démarrage, et puis il y a tout un volet qui concerne également le calcul des cotisations sociales. On propose que il y ait un plafonnement à 1 000 € pour l'année 2020, en maintenant bien évidemment les droits. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place, alors qui sont pour certaines d'entre elles très récentes. On a interpellé le conseil régional, qui est un partenaire vraiment majeur pour l'ADI et qui, depuis de nombreuses années, nous confiait un dispositif de subvention qui nous permettait de proposer une subvention en moyenne de 2 000 € aux créateurs qui étaient financés par l'ADI. Ça nous permettait, en 2019 par exemple, on a ainsi décaissé pour le compte du conseil régional une subvention à peu près à 1 400 créateurs d'entreprises. Et la région, alors c'est tout récent, ça date de la semaine dernière, nous a autorisé à attribuer pour des créateurs qui ont bénéficié de cette aide en 2018 et 2019 et qui n'avaient à l'époque pas obtenu le plafond de cette subvention, nous a autorisé, pour ceux qui n'ont pas bénéficié du Fonds de solidarité ou qui ont obtenu une prime inférieure à 500 €, nous a autorisé à leur apporter un complément de subvention qui pourrait être en moyenne de 1 000 €. Donc, on va recevoir l'argent dans quelques semaines et on pourrait ainsi apporter une subvention complémentaire en moyenne de 1 000 € à près de 1 000 créateurs d'entreprises. Et alors, Florian et Myriam ne sont probablement pas encore au courant, mais voilà, leurs conseillers risquent de les appeler dans quelques jours pour étudier avec eux leur situation et tenter de leur proposer ce type de subvention dans les semaines qui viennent. On espère avoir l'argent d'ici mi-mai ou voire fin mai. Et puis, il y a un second volet qui est particulièrement important, sur lequel on travaille notamment aujourd'hui, toujours avec le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, mais également avec la Banque des Territoires et avec plusieurs collectivités locales. C'est la création d'un fonds de prêt d'honneur de relance qui nous permettrait, alors pour des créateurs déjà financés par l'ADI, mais également éventuellement pour des gens en activité aujourd'hui qui rencontrent des difficultés, de leur proposer une avance remboursable. Alors les choses sont encore très au conditionnel, et j'utilise beaucoup de guillemets parce que même si la Banque des Territoires a donné officiellement son feu vert pour participer à ce fonds en le dotant de près de 16 millions d'euros, le Conseil régional, c'est un vote qui devrait avoir lieu mi-mai. Donc c'est un fonds de prêt d'honneur qui potentiellement pourrait être constitué de plusieurs millions d'euros. On part sur une première hypothèse à 32 millions, mais toutes les collectivités locales, agglomérations, communautés de communes qui aujourd'hui se manifestent pour y participer également, nous permettent d'envisager quasiment un fonds à hauteur de 50 millions d'euros. Et ces aides ces avances remboursables seraient gérées pour le compte de ces collectivités par l'ADI, mais également par deux autres réseaux qui sont Initiative et France Active, qui interviennent traditionnellement sur des projets un peu plus élevés en taille et en besoin de financement. Et si les choses se mettent bien en place, d'ici grosso modo mi-juin, on sera en capacité de proposer donc des prêts sans garantie, sans taux d'intérêt à des créateurs d'entreprises pour les aider à financer leurs besoins de trésorerie à court terme, mais surtout pour les aider à financer leur relance. Donc c'est une perspective sur laquelle on est mobilisé depuis
depuis plusieurs semaines. Voilà, collecter des sommes aussi importantes prend du temps, mais on espère bien pouvoir aboutir et être en capacité d'annoncer ces mesures dans quelques jours. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Isabelle, vous rétablissez le son. Attendez, on n'a pas le son. On n'a pas votre son. Excusez-moi. Quel serait le public cible pour ce fonds-là? On est toujours sur les créateurs 2018-2019. Alors, le public cible est très large et avant tout constitué des entreprises qui n'auraient pas bénéficié des aides déjà en place, et notamment soit des aides ou des financements proposés par le Conseil régional en partenariat avec d'autres acteurs comme BPI France ou les réseaux consulaires. Donc, la région a déjà annoncé un certain nombre de mesures, mais qui sont aujourd'hui pas forcément accessibles à tout le monde. Le prêt garanti par l'État, voilà, aujourd'hui, c'est un prêt dont le montant moyen est de 140 000 €. Il y a eu à peu près 35 000 PGE mis en place en Auvergne-Rhône-Alpes ces dernières semaines. Mais voilà, pour un créateur d'entreprise qui n'était pas déjà client d'une banque, etc., c'est difficile d'obtenir un prêt garanti par l'État. Donc, la cible, ça resterait en priorité ceux qui sont passés entre les trous de la raquette et qui n'ont pas obtenu de financement. Et on est quand même sur une cible avant tout de micro-entrepreneurs, voire même d'associations qui aujourd'hui pourraient être concernées, notamment quand elles ont des salariés, par ces mesures d'urgence. Une autre question d'Éliséo. Oui, bon, ma question, elle est simple. Si mon téléphone veut bien. Le témoignage de ces deux chefs d'entreprise est quand même assez poignant. Hein. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais enfin, on sent quelque chose. Est-ce qu'en dehors d'un soutien financier qui est primordial, il y a aussi un accompagnement un peu plus psychologique? Alors, je ne sais pas si je peux leur repasser la parole parce que bien évidemment que ce qui a entraîné cette mobilisation générale, c'est aussi les premiers retours des entrepreneurs quand on les a appelés. Le fait qu'ils soient très contents d'avoir de nos nouvelles, qu'on passe du temps à les écouter. Et bien évidemment aussi, même si on avait encore très peu de réponses, à partager avec eux un petit peu leurs inquiétudes et surtout à leur dire que avec nos moyens, on allait tout faire pour ne pas les laisser seuls dans cette situation. Mais si Myriam, Fabien, vous voulez dire un mot là-dessus? Je vous ai ouvert vos micros. Non, il n'a pas eu un accompagnement vraiment psychologique. Il a eu beaucoup de soutien, des mots d'encouragement de la part de l'ADI, comme je vous avais déjà dit, des amis, des clientes, de la famille. Et c'est ça qui m'a donné plus ou moins envie de continuer avec mon entreprise, plus envie de tenir le coup. Parce que c'est vrai que c'est pas vraiment évident en fait. Merci. Pour ajouter un exemple, Florian, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, mais… oui, alors c'est vrai qu'on connaît beaucoup d'angoisse avec cette situation. Fabrice Samoué a tout de suite été là quand j'avais appelé pour dire mes problèmes financiers, etc. Mais après, voilà, mais il était positif, on reste positif et on veut se battre de toute façon pour essayer de tenir cette entreprise voilà, jusqu'à la fin. On va continuer. Et on a senti beaucoup de besoins des entrepreneurs de partager aussi entre eux. C'est vrai qu'on a dans chaque département en général des groupes Facebook qui ont particulièrement été actifs ces derniers temps avec des messages d'entraide et de soutien. Dans les webconférences qu'organisait l'ADI, on n'a jamais eu autant de monde qui ont participé. On a une conseillère, par exemple, à Grenoble,
qui a organisé une webconférence il y a une dizaine de jours sur les réseaux sociaux. Comment aujourd'hui utiliser les principaux réseaux sociaux pour garder le lien avec ses clients, voire actualiser un certain nombre de choses. Il y a eu 650 créateurs qui ont participé à cette webconférence, avec derrière des messages de félicitations. C'était du jamais vu. Donc, il y avait aussi une demande très, très forte des entrepreneurs de pouvoir participer à des temps de formation et également d'échanger entre eux, même si c'était voilà, à distance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nadia, je te remets le micro. Attends, t'entends pas. Vas-y. Nadia. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. C'est tout bon. Alors, du coup, moi, c'était par rapport au plan là, le fonds de prêt d'honneur de relance. Donc, qui est encore au conditionnel, là, comme vous disiez. Ça serait quand que vous seriez sûr, en fait, que ce soit constitué, ce fonds? Les échéances. Mi-mai. Mi-mai, vous saurez… On a encore… J'ai une après-midi complète de réunion là, avec le conseil régional et normalement, il y a une commission permanente exceptionnelle qui devrait être organisée mi-mai. On n'a pas encore la date. Est-ce que c'est le 15-16 ou 17-18? Mais mi-mai, on devrait savoir si le conseil régional participe ou pas à ce fonds. Mais a priori, aujourd'hui, le travail qu'ils font pour mobiliser l'ensemble des agglomérations, communautés de communes pour les embarquer dans ce fonds, nous laisse espérer que ça va se faire. Donc, ce qui nous inquiète surtout aujourd'hui, c'est on sait qu'on risque de créer une demande très, très importante. Notre inquiétude est qu'en communiquant un petit peu trop, on crée tout de suite beaucoup d'impatience et qu'on crée un petit peu d'engorgement alors qu'on n'aurait pas forcément la capacité encore à réellement mettre en place des avances remboursables. C'est comme sur le dispositif de subvention complémentaire. On n'a pas l'argent aujourd'hui, on l'attend dans quelques semaines. C'est un travail qui est fait individuellement, créateur par créateur, pour vérifier leurs conditions d'éligibilité. Donc, on peut aujourd'hui difficilement communiquer, même si on est ravi de cette nouvelle, en interne, vis-à-vis des créateurs qu'on a soutenus sur l'existence de ce dispositif d'aide. Donc, sur l'avance remboursable, je pense que mi-mai ou au plus tard, fin juin, on sera en capacité de communiquer précisément, les critères d'éligibilité, les critères aussi d'attribution de ces avances remboursables et puis de mise à disposition des fonds. Et ensuite, les fonds, ils pourraient être mis à quelle échéance? Parce que les semaines passent et les gens, vous savez mieux que moi. Oui. Alors, ce qui serait quand même quelque chose de très intéressant, c'est que l'argent serait confié au réseau, comme l'a dit, mais aussi Initiative et France Active. Donc, à partir du moment où nous, on a l'argent, aujourd'hui, quand on signe un contrat de prêt avec un porteur de projet, 2-3 jours après, il a l'argent sur son compte. Donc, si la mise à disposition des fonds se fait rapidement, on aura une capacité à très rapidement décaisser les avances remboursables aux porteurs de projet. D'accord. Mais du coup, nous, par exemple, journalistes, on peut annoncer, alors que c'est carrément conditionnel, avec des montants quand même assez élevés que vous avez donnés. Vous pouvez… C'est délicat là pour… C'est assez délicat, je l'avoue. Ce qui est délicat, c'est qu'en fait, si je me suis permis moi de l'évoquer, c'est qu'on a déjà quelques agglomérations ou métropoles qui ont communiqué sur ce fonds. Saint-Étienne Métropole, par exemple, dès la semaine dernière, annonçait qu'eux, ils allaient mettre 1 600 000 € sur ce fonds et le maire Gaël Perdriau communiquait dans la presse sur leur participation à ce fonds régional de relance. Donc, on a déjà un certain nombre d'élus qui ont communiqué. Donc c'est une perspective de quelque chose qui pourrait être mis en place à partir du mois de juin. Et à part Saint-Étienne Métropole, d'autres ont donné des montants comme ça, déjà communiqués, officialisés?
Alors, oui, on connaît des montants. Alors, est-ce qu'ils sont complètement officiels? Pour l'instant, ça reste, à part Saint-Étienne Métropole où il y a eu un vote, pour Lyon, Grenoble, voilà, on sait que Valence, Chambéry, Grand Lac, Montluçon, enfin, on a quand même plein d'agglomérations et de communautés de communes qui nous ont annoncé des choses, mais pour l'instant, rien n'a été voté. Mais les choses sont vraiment en train de s'accélérer. On est d'accord que ça a pris un petit peu de temps, on le regrette. On aurait aimé que ça soit beaucoup plus rapidement opérationnel, mais vu les montants en jeu, il était quand même, on le comprend, assez logique que ça passe par des votes auprès de ces structures. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Maxime, j'active le micro si j'y arrive. Là, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est tout bon. Donc, vous accompagnez 2150 entrepreneurs sur la région. Vous avez annoncé qu'il y aurait quelques cessations d'activité. Est-ce que vous avez un petit peu un panel? Est-ce que vous savez à peu près combien, un pourcentage, il y aura de cessation d'activité sur la région? Je suis incapable de vous répondre. Parce qu'en fait, on a financé plus de 2000 personnes l'an dernier, mais voilà, on en a quand même beaucoup plus aujourd'hui. Voilà, c'est presque 20 000 entreprises qu'on a soutenues sur la région. Combien? C'est très difficile de vous le dire. Ce qu'on sait, et c'est pour ça qu'on a été aussi dans l'anticipation. On se souvient quand même, nous, très fortement de la crise de 2008-2009. Dans un premier temps, on avait eu la conviction que voilà, les micro-entrepreneurs qu'on avait soutenus s'en sortaient plutôt pas mal, contrairement aux grandes entreprises qui avaient annoncé très très rapidement des plans de licenciement. On avait le sentiment que eux, en étant un peu plus agiles, en étant avant tout sur du local, arriveraient à s'en sortir. Et en fait, il y a eu une vague un peu à retardement, avec des donneurs d'ordre qui ont annulé leurs commandes, des fournisseurs qui ont pas payé ou des créances. Et derrière, il y a eu un impact quand même très très fort avec une rigidification aussi des banques qui ont rejeté énormément de prélèvements d'entreprises, donc un dérapage du risque et puis des cessations d'activité. Donc là, on fait tout. On a tout fait dès le premier jour pour essayer de limiter un maximum, mais il y a encore plein de paramètres que l'on maîtrise pas. Et c'est vrai que en même temps, pour certains, on ose leur dire que si les choses sont vraiment très très compliquées, il vaut mieux essayer d'arrêter proprement aujourd'hui, quitte à repartir sur d'autres bases dans quelques mois, que de s'entêter et de laisser des créances se déraper. Étienne, je vais peut-être vous laisser conclure du coup sur l'avenir un peu, même si on en a déjà parlé, mais sur comment vous envisagez l'avenir et puis vers quel avenir devrions-nous nous diriger selon vous? Alors, on a la conviction cette nécessité aujourd'hui de soutenir l'entreprise locale, les circuits courts, tout ce qui est service aux particuliers, elle commence à être très largement partagée. C'est vrai que tous les soirs, on applaudit les soignants, mais on a aussi le sentiment dans les reportages qu'on entend ou dans les témoignages qu'on a un peu changé de regard sur les livreurs à vélo en centre-ville, sur les coursiers à vélo, sur les livreurs, sur les producteurs locaux qui sont sur les marchés. Sur les artisans qui ont continué à fonctionner à domicile des particuliers ou sur tout ce qui est service à la personne. On a beaucoup d'entrepreneurs qui, un peu comme l'exemple de Florian, font du service aux particuliers. Et donc, on a un enjeu vraiment à essayer de sauver cette armée de fourmis laborieuses. C'était une expression d'une journaliste que j'avais trouvée assez intéressante dans une tribune entendue il y a quelques jours. Et cette armée, aujourd'hui, elle souffre énormément en silence. Pour beaucoup, on les entend peu et ils risquent de disparaître si rien n'est fait. Et c'est vrai que je reprendrai notamment les mots de notre président Frédéric Lavenir
le préambule sur le plaidoyer pour une relance inclusive que nous avons publié, cette perspective de défaillance massive, elle n'est pas supportable, elle n'est pas acceptable. Ni supportable ni acceptable que tant de projets et d'espoirs portés se terminent par un échec immérité et par un retour aux minima sociaux. Ni supportable ni acceptable que ces services rendus, cette richesse créée au profit de tous disparaissent purement et simplement. Ni supportable ni acceptable que la dynamique d'inclusion et de participation active au bien commun s'interrompe et se transforme en déception, en amertume et en exclusion. Donc on partage bien évidemment ces mots de notre président. En Auvergne-Rhône-Alpes, on va se battre. On s'est battu ces derniers jours pour essayer de trouver des outils qu'on espère rapidement opérationnels. L'ensemble des équipes salariées bénévoles va se démener pour tout faire, pour essayer d'accompagner les entrepreneurs, notamment les plus fragiles d'entre eux aujourd'hui, à passer cette crise sans précédent. Et on est relativement quand même optimiste parce qu'aujourd'hui, nos partenaires semblent répondre à nos appels, au premier rang desquels le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, la Banque des territoires et de nombreuses agglomérations et communautés de communes. Merci Étienne. Éliseo a une question. Allez-y. On ne vous entend pas. Allô, allô. Vous voulez intervenir, Éliseo? Alors, j'ai Éric Sévera déjà. Allez-y. Bonjour. Une simple question à M. Taponnier. Pourquoi vous ne sollicitez pas les grands groupes privés? Il y en a beaucoup qui vont bien en ce moment. Je pense à l'agroalimentaire, la grande distribution. Alors, en fait, je n'ai pas cité tous les partenaires qu'on a sollicités aujourd'hui et ceux qui ont accepté de participer sur les fonds de prêt d'honneur, notamment. On a sollicité l'ensemble de nos partenaires bancaires et un certain nombre d'entre eux aujourd'hui ont répondu présents et en apportant des dotations importantes. On a sollicité des entreprises également pour apporter des subventions. Donc là, on parle à nouveau de quelque chose qui ne serait pas remboursé pour les porteurs de projets. Alors, voilà, on a G2R La Mondiale, par exemple, qui a donné son accord pour participer sur quelque chose de vraiment important au niveau national. Nous, sur la région, c'est à peu près 130 personnes qui pourraient bénéficier d'une subvention de 800 € d'AG2R La Mondiale, mais avec chaque fois des cibles. Là, on est plutôt sur des entrepreneurs seniors dans certaines catégories. Donc, c'est des outils qu'on va mobiliser, mais sans forcément être en capacité de communiquer aujourd'hui sur ces différentes aides qu'on a réussi à solliciter. Mais c'est vrai qu'on fait feu de tout bois et aujourd'hui, notre stratégie, c'est d'interpeller un maximum de personnes. Alors, Éliseo. Oui, pardon. Il y a, au niveau de. D'abord, est-ce qu'on sait combien il y a d'entreprises, de micro-entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes? Alors, ce qu'on sait, c'est le nombre, enfin, on doit le savoir, mais ça ne vient pas complètement en tête. Là. Mais aujourd'hui, en 2019, par exemple, il y a eu 100 000 créations d'entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Il y en a eu la moitié qui ont été créées par des micro-entreprises. À peu près 70% ont été créées par des entreprises individuelles. Alors, c'est vrai que dans les micro-entreprises, on peut considérer aujourd'hui qu'à peu près un tiers d'entre elles sont des activités où pour le porteur de projet, ce n'était pas envisagé comme une activité principale, c'était un complément de revenus. Donc, dans les 500 000 micro-entreprises créées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y en a peut-être un tiers qui étaient plutôt des activités complémentaires que réellement des activités principales dans lesquelles l'entrepreneur s'investit et souhaite vraiment un jour pouvoir vivre totalement de l'activité. Le fonds, parce que j'ai deux chiffres tout à l'heure, j'ai noté sur le fonds de solidarité qui va arriver, national, vous avez cité 37 et 50 millions d'euros, c'est ça? Quel qui est bon? Parce que j'ai deux chiffres en relisant mes notes. 37.
Alors, sur le fonds d'avance remboursable, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on aurait au moins 32 millions avec la participation de la Banque des Territoires et du Conseil régional. Et si les estimations qu'on a en tête aujourd'hui avec la participation des agglomérations et des communautés de communes s'avèrent justes, on pourrait porter ce fonds jusqu'à 50 millions. D'accord. Merci d'avoir reprécisé. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou on conclut, ou on termine cette conférence? Si c'est bon pour tout le monde, sachez que Catherine, alors elles vont peut-être mettre leur petit pouce, mais Catherine, Mégane, Camille à l'agence sont à votre disposition pour vous transmettre peut-être des contacts plus locaux, notamment sur des porteurs de projets, si effectivement vous voulez illustrer peut-être avec des choses plus territoriales. Donc n'hésitez pas à revenir vers elles. Elles sont à votre disposition et à votre contact. Et puis, si plus personne n'a à prendre la parole, je laisse un petit mot de conclusion et de fin, de remerciement à Étienne. Et puis moi, je vous remercie de votre venue à cette conférence de presse. Écoutez, moi, c'était pour vous remercier. C'est vrai que de faire entendre aujourd'hui la difficulté des entrepreneurs et notamment ceux qui ont démarré avec pas forcément beaucoup de moyens, mais qui ont donné toute leur énergie, leurs économies et puis leur passion dans leur projet. C'est un scandale qu'il faut partager. Vous remercier donc pour les relais que vous pourriez faire et puis terminer par remercier et puis encourager nos deux entrepreneurs témoins parce qu'on va, j'espère pouvoir leur apporter des réponses et puis en tout cas, vu la façon dont leurs entreprises respectives se développaient, il n'y a pas de raison que ça ne reparte pas dans quelques semaines. Donc, leur renouveler nos souhaits de tenir et de garder le moral et le côté positif qui, j'espère, ils ont partagé avec vous.